Bonsoir à tous et bienvenue au rendez-vous des critiques sportives constructives, surtout sur RTI2. Il s'agit de troisième mi-temps et c'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons. Nommé sélectionneur des éléphants le 20 mai 2022, l'ancien entraîneur de Saint-Étienne et de Bordeaux, Jean-Louis Gasset, technicien d'expérience pour son premier challenge africain, a mis en place une stratégie qui a permis le retour à la maison de plusieurs joueurs, dont Seko Fofana, afin de constituer son groupe de commando et de préparer efficacement la CAN 2023 en terre ivoirienne. Après les 6 premiers matchs de préparation, les éléphants totalisent 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. Une défaite d'ailleurs qui a fait jaser tout le peuple ivoirien avec 13 buts inscrits pour l'équipe et 5 buts encaissés. À chaque fois, une nouvelle nomenclature de l'équipe. Cela nous a emmené d'ailleurs à nous poser cette question sur troisième mi-temps. Éléphant CAN 2023, Gasset est-il sur la bonne voie? C'est le thème qui va donc nous tenir en haleine et pour le développer, nous sommes en compagnie de nos différents spécialistes, Aimé Tchétché, Magloire Diop, Kader Guilavogui et Serge Dakouri. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir Samuel. Bonsoir Samuel. Bonsoir à tous. Elle est super bien? J'ai failli dire bonsoir Sébastien. Ben ouais, c'est normal, c'est sa place. L'habitude. Que nous occupons momentanément. Alors messieurs, la question, elle est lâchée, hein, c'est la toute première. Est-ce que, naturellement, au vu donc, des échéances à venir, Jean-Louis Gasset, avec son groupe, est sur la bonne voie à l'effet donc d'offrir à la Côte d'Ivoire, pourquoi pas, ce 3e trophée? Magloire. Est-ce que Jean-Louis Gasset est sur la bonne voie? Je n'ai pas de visibilité sur ce qu'il veut au juste. Parce qu'il a procédé à tellement de tests, il est allé dans tellement de sens, aussi bien dans le choix des joueurs que au niveau des options tactiques. Il a procédé à tellement de tests que je n'ai aucune visibilité. Et donc, franchement, je ne sais pas où il va. Donc, je ne saurais dire s'il est sur la bonne voie. Est-ce qu'il est en train de chercher à brouiller les pistes? Mais je crois quand même qu'il a des certitudes dans ce qu'il fait. Il a des certitudes. En 6 mois, je pense qu'il a des certitudes. Malheureusement, là où il a des incertitudes, c'est des secteurs de jeu très importants. Et je pense que ça le perturbe un peu. Mais il gagnerait à savoir véritablement ce qu'il veut. Moi, je pense qu'on n'a pas le temps. Je pense qu'on n'a pas le temps. Il faut rapidement maintenant qu'il passe au plus concret, qu'il arrête les tests et qu'il mette en œuvre exactement ce qu'il veut que l'équipe fasse en 2024. Est-ce que, naturellement, comme Magloire Diop, vous voyez flou dans cette méthode Jean-Louis Gasset, vous pensez qu'il est également sur la bonne voie? Oui, si je m'en tiens à ces différentes sélections. Parce que la chance de Gasset aujourd'hui et de la Côte d'Ivoire, c'est que la CAN est reportée et nous sommes désormais à 400 jours. Oui. Ça veut dire à 1 an et quelques mois en plus. Donc, Gasset a tout le temps de faire son équipe. Moi, je pense qu'il est sur la bonne voie. Cependant, ce qui fait désordre et ce qui alarme les Ivoiriens, c'est la défaite contre le Burkina Faso. La défaite contre le Burkina Faso, nous, on avait prévenu sur ce plateau ici que le Burundi comptait pour du beurre. Les gens pensaient qu'on se foutait de l'équipe de Burundi. Non. On a vu que l'équipe du Burundi était trop faible. Et donc, quand on perd devant le Burkina Faso, on voit toutes les lacunes. On voit toutes les lacunes. Cela dit, il a le temps de réparer tout ça. Je suppose qu'un bon manager, un bon sélectionneur, il a fait une planification de sorte à être dans le temps. Je regarde le futur, je regarde devant, et puis je vois qu'on a 5 dates FIFA en 2023. 2023, on a 5 dates FIFA de mars à novembre. De mars 2023 à novembre 2023. Il y a 5 dates FIFA. Ça veut dire 10 matchs amicaux potentiels. Ça pourrait aider à mettre les choses en place. Ça pourrait énormément aider le coach à faire son équipe. Maintenant, là où j'ai des appréhensions,
c'est au niveau du gardien de but. D'accord. On va toucher tous ces secteurs-là au fur et à mesure. Kader Guilavogui, naturellement, c'est cette question-là qui taraude les esprits au niveau donc, du public ivoirien. Jean-Luc Gasset est-il en train de tâtonner? Y a-t-il des raisons de s'inquiéter face à cette équipe ivoirienne qui a plusieurs visages finalement? Je comprends l'inquiétude des Ivoiriens, je comprends l'inquiétude de certains sur ce plateau-là, nés de la défaite face au Burkina Faso. Mais je pense que pour moi, il n'y a pas le feu en la demeure. Et Aimé le rappelait si bien. Je crois que quand vous êtes entraîneur, quand vous êtes sélectionneur, vous êtes dans la prévision. Je crois que le délai qui était imparti à Jean-Louis Gasset avant la Coupe d'Afrique a été repoussé. Donc du coup, il y a plusieurs possibilités pour lui qui se présentent à lui pour améliorer, pour faire progresser son équipe. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il a parlé de 10 matchs amicaux. Donc forcément, on en a joué 6, je crois. Oui, 6, oui. 6. 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. Une défaite qui a permis à Jean-Louis Gasset non seulement de prendre connaissance avec son groupe, de voir les différents profils, de les associer, de faire des combinaisons et de voir à quel niveau se situe son groupe. Je pense que là, après 6 matchs, il a une idée claire sur l'impact, l'influence, sinon le rôle de chacun de ses joueurs. C'est vrai qu'il n'a pas pu disposer de Franck Kessé. Il a eu, je crois que sur un seul match, un match ou deux. Après, il y a Willy Boli aussi qui a joué contre la Zambie, qui était absent tout le reste. Donc, il y a ces joueurs, il y a Eric Bailly qui n'a pas encore vu. Donc, forcément, il y a ces joueurs-là qui vont venir renforcer son groupe. Et lui-même, je pense qu'il obéit à une certaine logique dans ce qu'il dit depuis le départ. Quand il est arrivé après le match contre la Zambie, il a senti que cette équipe-là avait besoin d'être renforcée. Parce qu'il sait, il est conscient que dans cette équipe-là, il y a des joueurs qui, jusqu'en 2024, vont arriver à un âge de saturation en griffe. Donc, forcément, il fallait ajouter du sang. Et c'est ce qu'il fait en associant des jeunes joueurs. Moi, pour moi, si vous me demandez si le bon chemin, c'est celui qui mène au succès, si vous me le demandez, est-ce qu'il est sur ce chemin-là, je ne saurais pas vous répondre, mais je dirais que pour l'instant, il est en train de chercher ce chemin-là. Et on l'a vu avec les 6 matchs. Je pense qu'au thème des 6 matchs, je pense que Gasset a une ligne directrice. Il y a des joueurs qui sont là, qui ont joué tous les matchs. Je pense que sur eux, Gasset s'appuie pour construire son équipe. On a Sangaré Badara dans les buts. On a Sangaré Ibrahim au milieu du terrain. Et puis devant, on a un joueur comme Kwasi Evra ou Wilfried Zaha qui, pour moi, constitue le squelette. Après, c'est sur ces joueurs-là qui va constituer sa véritable ossature. Même un joueur comme Willy Boli, pour moi, est un joueur qui a gagné sa place. Donc pour moi, je ne suis pas inquiet plus que ça. Même si on avait gagné le Burkina, j'allais dire la même chose. On n'est pas encore prêt. On sera prêt le jour J de la compétition. D'accord. Donc, est-ce que vous partagez son avis, naturellement, Serge Dakouri? Y a-t-il des raisons d'être inquiet face à cette équipe de Côte d'Ivoire? Moi, je pense que... Qui plus est après donc, cette défaite face au Burkina Faso. Je pense que le bilan est flatteur. Mais les 4 victoires étaient obtenues contre des équipes qui ne sont pas bien classées au classement CAF. Vous jouez le Burundi qui est 41e, vous jouez la Zambie qui est au-delà de la 17e, vous jouez beaucoup de matchs face à des équipes qui ne sont pas dans le top 10. Et je pense que le top 10 reflète le véritable niveau africain. Et donc, quand vous jouez le Burkina qui est 10e, quand vous jouez le Sénégal qui est peut-être premier, quand vous jouez... Donc, je pense que c'est à ce niveau-là qu'on verra véritablement. Sinon, eh bien, il a été investi, il est à l'ouvrage. Il est à l'ouvrage, ça veut dire qu'il a mis une équipe, il est en train de chercher des automatismes, des complémentarités. Il y a quelques signes d'inquiétude. Tout n'est pas parfait. Et il faut faire très attention. Parce que tout le monde veut que l'État de Côte d'Ivoire qui a investi, que cette coupe reste ici, parce qu'on a un souvenir amer qui date de 46 ans, 84, où nous avons organisé, nous sommes sortis au premier tour. On ne veut plus connaître pareil mésaventures. Et donc pour cela, on a quand même tiré les leçons. Et je veux que Gasset prenne le temps, comme Aimé a dit, en 2023, il y a 5 dates FIFA. Ces 5 dates FIFA, on doit les mettre à profit pour voir quel est notre niveau par rapport à des équipes, des matchs amicaux contre le top 10 africain. Cela va nous permettre de savoir si nous sommes réellement prêts pour la Coupe d'Afrique. Jouons le Sénégal, jouons le Cameroun, jouons le Nigeria, jouons des grosses équipes pour voir ce que nous valons réellement. Et d'ici là, il y a aussi une véritable inquiétude, c'est qu'on a une colonne vertébrale où il y a certains qui seront d'ici là vieillissants. Il faut apporter une cure de jouvence à l'équipe parce que Gradel, il y a certains, il faut doubler les postes et voir de quelle manière les remplacer parce que, on a besoin du top niveau. On a besoin du top niveau, c'est clair, on en parlera. Il était inquiet, mais Tchétché, justement, au niveau du secteur des gardiens de but, c'est un secteur qui vous inquiète beaucoup. Absolument. Et là-dessus, je me suis amusé à faire des statistiques que je ne vais pas lire ici. Seulement, je voulais signaler qu'un garçon comme Badara Sangaré,
Il joue à Shukukun United, en Afrique du Sud. Deuxième division, non? Deuxième division. En première division. Il a joué 5 matchs. Ah bon, au début, il a joué 5 matchs sur 12. Monsieur, s'il vous plaît. Il a joué 5 matchs sur 12. Déjà 5 matchs sur 12. En championnat. En championnat. Son équipe est 15e sur 16. Il aura 38 ans en 2024. Un gardien de but qui n'est pas titulaire, c'est un danger pour son équipe. On dit souvent que le gardien, quand il prend de l'âge, qu'il gagne en expérience et, je veux dire, en assurance. Dinosov, quand il joue à 30 ans, à 40 ans, la Coupe du Monde en Espagne en 82, il a 40 ans. Mais il est titulaire de l'équipe nationale, il est titulaire à la Juventus de Turin. Voilà la différence. Donc Badra n'est pas titulaire dans son club. Son remplaçant, il s'appelle Tapé Ira Eliezer. Il a 25 ans. Moi, j'ai cherché partout dans le monde, je ne sais pas où il joue. En Éthiopie. Je ne sais pas dans quel club il joue. Je n'ai pas trouvé. Ah bon? Ah ouais? Je n'ai pas trouvé. Les dernières nouvelles... Troisième inquiétude au niveau des gardiens. Fofana Issa, il joue à Al-Hilal Omdurman, au Soudan. Il a joué 2 matchs sur 18. 2 matchs sur 18. Avec Al-Hilal. Avec son équipe, sa nouvelle équipe. Il n'est pas titulaire. Puisqu'il y en a un autre qui a joué 16. C'est ça, la grosse inquiétude. À supposer, je touche du bois, que dans les derniers matchs amicaux, comme l'entraîneur, il a choisi de titulariser Badra. Oui. À supposer que par un coup de malheur, Badra ne soit pas disponible. Comment il fait? On a déjà vu là-bas à Chose, au Cameroun, pendant la CAN. Et pour vous, c'est cette méthode-là qui inquiète? Ça m'inquiète, parce que les autres gardiens, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Depuis la saison dernière. À part ces trois-là, quels sont les autres gardiens que vous connaissez? C'est pour ça que j'allais vous demander, Samuel Mech, dans l'appel à candidature du nouveau sélectionneur, son entraîneur, dans l'appel à candidature du sélectionneur adjoint, il est mentionné que l'entraîneur adjoint doit résider en permanence à Abidjan, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Cela suppose que, en l'absence du sélectionneur A, l'adjoint doit être là pour voir les autres joueurs qui jouent dans le championnat national. On me dit, mais il n'y a personne dans le championnat national. Mais c'est faux. Il y a des gardiens dans ce championnat national qui sont titulaires dans leur club depuis le début de cette saison. Et qui ont de bonnes prestations. Et qui ont de très bonnes prestations. Donc voilà mon inquiétude. Sur cette même inquiétude, naturellement, on a pu tendre notre micro donc, à plusieurs hommes, on dira donc du football ivoirien, des réactions qu'on voudrait vous proposer là tout de suite, avant de revenir et poursuivre le débat. Vous savez, je ne sais pas mentir aux Ivoiriens, il ne peut pas mentir aux Ivoiriens, dans le football, il ne peut pas mentir. Au départ, nous étions heureux parce qu'il n'avait pas perdu de match jusqu'à présent, mais contre le Burkina, c'est ça même qui traumatise les Ivoiriens. Lui, il arrive, on nous bat, donc les Ivoiriens sont inquiets. Et je suis inquiet aussi avec eux, mais il ne peut pas mentir, c'est nous qui l'avons recruté, nous sommes les responsables de son résultat. Très tôt, le président Idriss devrait changer d'entraîneur, très tôt, parce qu'avec Gassé, on ne pourra pas avoir la CAN. Il est mieux pour un challenge, un défi qui vient là, de très tôt prendre un entraîneur qui peut nous faire remporter cette CAN. C'est quoi oui. Ben, écoutez, si on devait changer les entraîneurs comme des chefs, c'est ce qu'on a fait depuis plusieurs années. On l'a fait depuis 2010. Ça a commencé par Vaïd. On a eu bon nombre d'entraîneurs qu'on a chassés pour X raisons. Vaïd est parti parce qu'on avait perdu un match contre l'Algérie. Il avait fait 24 matchs sans défaite, parce que je ne considère pas la défaite contre le Japon lors de la Kirin Cup, où il avait convoqué 23 joueurs, 12 seulement avaient daigné répondre à sa convocation. Le seul match qu'il perd, c'est la quart de finale en 2010. Encore qu'il y avait des circonstances atténuantes, on avait fait 10 jours sans jouer, parce que le Togo s'était fait attaquer, donc sorti de la compétition. Donc on a eu des problèmes l'un mis dans l'autre. Après, on a connu Sabri. On a connu Kamara Ibrahim, et là encore, Kamara Ibrahim qui part sur une défaite face à l'Éthiopie. Donc je veux dire, on a tellement été inconséquents avec les entraîneurs qu'on a choisis qu'à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. On a choisi un entraîneur, il faut le laisser jusqu'au bout. Si on doit virer l'entraîneur après un match amical, c'est là qu'il y a danger.
Ce match amical-là, dont tout le monde fait référence, je pense que c'est ce match-là qui nous ouvre les yeux, qui nous montre le chemin qui reste à parcourir. C'est ce match-là, référence, qui doit nous permettre de corriger nos erreurs pour se bonifier. C'est ce match-là qui doit nous servir de base de travail pour améliorer nos acquis et corriger nos imperfections. Mais si on doit virer l'entraîneur après une défaite, ben on va continuer dans ce schéma-là. On l'a fait, hein? On est tombé sur Hervé Renard, qui lui-même le dit, je suis arrivé au bon moment. Il est arrivé avec une génération qui avait joué 2 finales de Coupe d'Afrique. Yaya Touré, Kolo Touré, Téné Chaka, Kopa Bari, c'était une génération dorée à qui on a ajouté des jeunes qui sont venus et qui ont apporté cette plus-value, qui a marché en 2015. Mais après, on a continué à changer d'entraîneur. Il y a également Zawi, que j'ai oublié de citer, qui a fait finale de Cannes, mais qu'on a viré pour on ne sait quelle raison. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question. Que ce soit un entraîneur expatrié ou un entraîneur local, il faut qu'on sache, il faut qu'il y ait une vraie politique. Aujourd'hui, on prend Aliou Cissé comme exemple. Oui, Aliou Cissé, il réussit. Mais quelle critique? Il y a eu des moments où le Sénégal... La presse lui est tombée dessus. Pourtant, sa première compétition, je crois qu'il sort en quart de finale. Il sort en quart de finale. Mais Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise, lui a fait entièrement confiance. Si Aliou Cissé réussit ce qu'il réussit aujourd'hui, c'est parce que quelque part, le bureau fédéral, celui qui l'a élu, celui qui l'a nommé, a été fort derrière lui. Et c'est ce qui a manqué pendant de nombreuses années ici en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a un challenge qui est là, qui est tout près de nous, dans 1 an pratiquement. On a un entraîneur qui est en train de travailler. C'est vrai que tout n'est pas reçu, pas parfait, mais justement, comme j'ai dit, c'est avec le temps, avec les matchs amicaux, qu'on va se perfectionner. Et pour répondre à Aimé, je pense qu'au niveau des gardiens de but, quel que soit l'âge, c'est la forme avec laquelle vous arrivez à la compétition qui est le plus important. Il peut avoir 40 ans, mais tant qu'il est performant, il sera le numéro 1. Il peut arriver, comme vous le dites, à cette canne-là en méforme. Mais derrière, il y a des gardiens, il y a des jeunes gardiens qui poussent. C'est pour ça que je dis que le sélectionneur est dans la prévision. En faisant venir des jeunes gardiens comme Issa, comme Fofana ou comme Kapé Lézé, mais il est dans la projection. Après, il y a Sissi Abdul Karim qui est là. Il y en a des gardiens, des jeunes gardiens également qui sont dans ces championnats-là. Je crois que le gardien de la SEC également avait été convoqué sur la double confrontation contre le Togo et la Guinée, mais il n'a pas pu partir pour des problèmes administratifs. Drain Urich a été convoqué. Donc, je veux dire, sur le plan local, on a des gardiens. Je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'il y a de la réserve, il y a de la ressource. Oui, il y a de la ressource et ces gardiens ont été approchés par le sélectionneur. Après, la porte n'est pas fermée. On est à 1 an, quelques mois de la compétition, donc la porte est ouverte. Je crois que la compétition, la concurrence est là et Gassé lui-même le dit, il va renforcer cette équipe-là à tous les secteurs. Tous les joueurs qui sont performants seront appelés en sélection. Et moi, j'ai confiance en ça. Ouais, on a confiance en cela, mais en même temps, on a aussi donc, des Ivoiriens assez impatients, hein, qui demandent tout de suite qu'on passe à autre chose. Est-ce que c'est la bonne formule? Est-ce que ce n'est pas le fait d'avoir changé au fur et à mesure qui crée cette inconstance au niveau de l'équipe nationale? Certainement. Certainement. Mais c'est surtout le fait que le sélectionneur ne nous donne pas une visibilité sur son plan de travail. Est-ce que c'est fait exprès, c'est voulu pour brouiller les pistes? Je n'en sais rien. Mais si c'est fait exprès, le corollaire de cette stratégie-là, c'est d'entraîner un sentiment de manque de confiance au niveau de la population. C'est ça le problème. Quand on ne sait pas ce que vous voulez faire, quand on ne comprend rien à ce que vous êtes en train de faire et que c'est vous seul qui savez ce que vous êtes en train de faire, il y a un problème de manque de confiance qui s'installe. Et je pense que c'est ce dont Jean-Louis Gasset est actuellement victime. Moi, je le dis, je l'ai dit tout à l'heure, je dis il y a des certitudes. Moi, je suis sûr que Jean-Louis Gasset a des certitudes. Il a des certitudes. Mais je ne sais pas pourquoi il ne veut pas nous les donner, mais il a des certitudes. J'ai analysé son équipe, j'ai analysé ces différentes listes des personnes qu'il a convoquées et je peux vous dire qu'il y a certains postes déjà où Jean-Louis Gasset a une idée claire et nette de qui il va aligner lors du match d'ouverture si ces joueurs-là sont en pleine possession de leurs capacités physiques et mentales. Ça, j'en suis sûr. Ah oui. Et je dis, au niveau du gardien de but, il n'y a même pas de débat. Son gardien de but, c'est Sangaré Badra Ibrahim. Qu'on s'apprête à l'accepter comme Sangaré Badra Ali. Qu'on s'apprête à l'accepter comme gardien titulaire. Il ne peut pas en être autrement. Il ne changera pas. C'est pas. Moi, je ne veux même pas lever un débat à ce niveau-là. La seule chose que je lui reproche, et je pense que c'est un peu tard, c'est dans des matchs vraiment, comment on appelle, à sans enjeu face au Burundi,
Alors qu'après, on a un match contre le Burkina, qu'on ne sait pas un autre gardien de but. C'est ce que je regrette. C'est tout ce que je regrette. Parce que je me dis, bon, au moins pour ce match-là, étant donné qu'on a le Burkina derrière, au moins on peut essayer un autre gardien de but. C'est tous. Rien que pour... Devant ces gardiens, on connaît leurs valeurs. On connaît leurs valeurs. Et je peux dire qu'actuellement, de mon point de vue, de tous ces gardiens que nous avons actuellement, c'est Sangaré qui, pour moi, qui donne le plus d'assurance. Les autres, on connaît leur potentiel. Mais quel est leur état de forme actuellement? On n'en sait rien. Un gardien comme Ira Tapé et on ne sait rien actuellement de son état de forme. Voilà. Le gardien qui, pour moi, ivoirien, qui pour moi est meilleur que Sangaré Badra actuellement, ben, il ne joue pas. Il ne joue pas. C'est Bowo. C'est Bowo. Mais en l'absence de Bowo, déjà Sangaré était son numéro 2. Donc, je trouve tout à fait normal. Et je pense qu'au niveau de Jean-Luc Gasset, il n'y a même pas de doute à ce niveau. Donc, on ne devrait pas s'inquiéter. Son gardien de but, c'est Sangaré Badra Ali. Et quand on n'a pas de chien, on va à la chasse avec un chat. Sangaré Badra Ali, ce n'est pas sa faute si les autres ne sont pas mieux que lui actuellement. Moi, c'est ce que je pense. Donc, je ne peux pas lui en vouloir pour cela. Et si les autres postent, en défense, sur les côtés, sur les flancs, il a une idée. Il a une idée, vous le dites, on essaie de vous suivre, mais en même temps, on sait que depuis Kamara Ibrahim, après Patrice Baumel, aujourd'hui, Jean-Luc Gasset, les sélectionneurs peinent à nous sortir véritablement une équipe type. Cette équipe type, tant recherchée par tous les amoureux du foot ivoirien. Pourquoi est-ce que cela est-il problématique, selon vous? Écoutez, on peut accepter des tâtonnements d'un entraîneur à ses débuts, parce qu'il faut quand même faire des tâtonnements, histoire de connaître le groupe. On peut accepter, parce qu'au bout de 2-3 matchs, accepter des tâtonnements. Mais au bout de 6 matchs, je pense que, comme Magloire le dit, qu'il y a quand même des certitudes. Le vrai problème, c'est qu'il y a des joueurs, un entraîneur, quand il vient, il ne fait pas un bouleversement total. Parce que Jean-Luc Gasset, quand on l'a interviewé la première fois, il a dit que lors du match Côte d'Ivoire-France, il était dans les tribunes au Vélodrome. Et ensuite, qu'il allait voir aussi le match contre l'Angleterre. Donc déjà, je pense qu'il avait déjà des contacts avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Et donc, il a vu un peu l'équipe de Côte d'Ivoire en situation de jeu. Mais on a vu bien là, une bonne équipe de Côte d'Ivoire contre la France. Mais dans les derniers instants, on a vu aussi le niveau contre l'Angleterre. C'est le très haut niveau. Mais où on est inquiet, c'est que dans les débuts, on a vu plusieurs schémas tactiques de Jean-Luc Gasset. On a vu un 4-3-3, un 3-4-3, un 3-5-2. Et ensuite, on n'a pas vu, on l'a vu expérimenter beaucoup de choses. Alors on est inquiet parce que tout le monde veut avoir le squelette véritable de cette équipe. C'est cela. Mais comme on le dit, le squelette véritable va pouvoir être acquis à la suite de plusieurs matchs amicaux. Et les matchs amicaux que nous avons eus, on souhaite que dans les dates que Aimé a dit, on soit face à des équipes d'un très haut niveau, comme le Burkina, dans le top 10, pour qu'on voit le niveau, le squelette véritable. On est inquiet parce que la visibilité Gasset, on ne l'a pas. Mais je pense qu'en tant qu'entraîneur, il doit emmagasiner un nombre important de matchs amicaux pour avoir cela. Nous tous, nous souhaitons que la Côte d'Ivoire prenne la 3e étoile. Mais il faut qu'on soit critique vis-à-vis de l'entraîneur. Aujourd'hui, les 26 millions d'Ivoiriens sont 26 entraîneurs. Tout le monde parle dans le football. Mais Gasset a ses diplômes. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il y a une génération qui a besoin d'être changée et qu'on doit apporter une cure de jouvence. Parce que le top niveau, ça ne ment pas. Le top niveau ne ment pas, Serge Dacoury. Parce que nos joueurs, beaucoup n'évoluent pas effectivement dans le top niveau. D'accord. Et c'est le top niveau qui permet, comme Aimé disait, être titulaire dans son club, jouer dans le top niveau, ça vous permet de hausser votre niveau de jeu pour voir. Quand vous voyez le Sénégal avec Khalidou Koulibaly, quand vous voyez le Maroc avec Saïs, quand vous voyez les Ghanéens avec Salissou, les binationaux qu'ils ont envoyés, ils n'ont pas peur de regarder dans les yeux les stars. Et les stars qui ont du haut niveau, ça vous permet de pouvoir devenir très fort. Or, nous, nos stars que nous avons, eh bien, peinent à prouver dans leurs clubs respectifs. Alors, si d'aventure c'est le cas, mais il faut trouver le temps d'apporter une solution de rechange avec des doublettes. On ne peut plus dire que Serge Aurier, en 2015, a le niveau qu'il a en 2022. On ne peut plus dire que Mas Gradel, en 2015, a le même niveau qu'il a en 2022. On ne peut plus le dire. Aujourd'hui, la certitude qu'on a, c'est qu'on a des joueurs comme Seko Fofana qui sont demandés dans des trop gros clubs. On a des hommes comme Ibrahim Sangaré qui jouent l'Europa League, qui sont pas mal dans leur club.
La preuve, voilà son collègue Cody Gakpo qui marque pour les Néerlandais avec le PSV Eindhoven. C'est le haut niveau. Voilà Sida Baka avec Bruges. Voilà des indices de repère par rapport à une équipe qu'on veut avoir compétitive. Parce que si on fait de la complaisance avec des noms renflants d'avant, c'est pas normal. Oui, voilà. D'ailleurs, parlons d'avant, d'hier à aujourd'hui, qu'est-ce qui a évolué concrètement? Vous qui étiez donc de l'aventure 1984, avant, on prenait des joueurs de métier, on ne s'attardait pas sur les noms. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on fait plus le choix des noms que des compétences? Ben, écoutez, les temps ont changé, hein. Mais je peux vous rappeler simplement que pendant Côte d'Ivoire 84, avant Côte d'Ivoire 84, les sélectionneurs à l'époque, je pense à Père Sonam Cablan Sampon et puis le Brésilien Duque ont tâtonné. Ils ont fait une présélection de 40 joueurs. D'accord. Leur chance, c'est que les sélectionnés étaient sur place. En dehors de Guédé Aquino, Désiré Sikeli et Goba Michel et Gaba Plassi qui étaient en Europe, Guédé Aquino, tout le reste, tout le contingent était en Côte d'Ivoire. C'était plus facile. C'était plus facile pour eux. Et donc, ils ont vite compris, ils ont vite vu qu'il fallait retenir. Au statut à SEC Africa. Ils sont allés en stage à Bordeaux. Au retour de Bordeaux, ils ont pratiquement vidé la moitié. Et ceux qu'ils considéraient comme les meilleurs sont restés. J'étais parmi ces joueurs-là. Et ils ont fait un planning de sorte qu'on ait beaucoup de matchs. Nous avons joué près de 37 matchs. Voilà. 37 matchs. Amicaux. Voilà. Au stade Champrou, au lycée de Yamoussoukro, un peu à Bouaké, au stade de Fobagny, etc. Avec des tournois. Le tournoi, souvenez-vous, du tournoi de la CEDEAO, où Mongueï marque ce but-là. Contre le Togo. Contre le Togo. Ouais, contre le Togo. Bon, ils ont tâtonné, mais après, ils ont fini à quelques mois de la Coupe d'Afrique, du début de la Coupe d'Afrique en janvier, si j'ai bonne mémoire. A sorti l'équipe type. A sorti l'équipe type. Voilà, c'est cette équipe type-là, avec bien sûr les suppléants, qui est allée au combat. Malheureusement, après la défaite contre l'Égypte nous bat 2-1 après notre victoire contre le Togo. La panique s'installe dans le camp des responsables de l'équipe nationale. Souvenez-vous qu'à cette époque-là, c'est les présidents de clubs qui géraient l'équipe nationale. Les présidents des 4 clubs d'Abidjan. Le Stade, l'Africa, la SEC, le Stella. Et donc, après la défaite contre l'Égypte, c'était la panique totale dans le camp des Ivoiriens. Donc il n'y avait pas de sérénité dans le groupe. Il n'y avait plus de sérénité. Et figure-toi que le dernier match contre l'Égypte, les joueurs n'ont connu du classement qu'à 30 minutes du coup d'envoi du match. Le match se joue à 16h. L'équipe doit être au terrain à 14h30. Jusqu'à 15h15, personne ne savait s'il était sur la liste ou pas des joueurs. Les sélectionnés. Donc c'est ça. Et cela m'amène à dire, Samuel Mex, cela m'amène à dire qu'il y a des anciens footballeurs dans le staff de l'équipe nationale. Je me demande quel est leur rôle. Je ne veux pas mettre leur rôle en doute, mais quand on voit nos garçons jouer, on ne sait pas s'ils sont là pour un match amical. Est-ce qu'ils ont un état d'esprit? Est-ce qu'ils savent que jouer un match pour la Côte d'Ivoire, c'est se sacrifier? C'est pour ça que je suis contre les matchs amicaux que les gens jouent au Maroc. Qu'est-ce qu'ils vont chercher au Maroc pour jouer 2 matchs amicaux? Pourquoi ils ne viennent pas à Yamoussoukro pour jouer ces matchs amicaux-là? Pourquoi? La Coupe d'Afrique se joue en Côte d'Ivoire et non au Maroc. Les joueurs sont déjà en vacances. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. Jouez le match à Côte d'Ivoire pour que les gens puissent s'imprégner de l'ambiance de la population. Pour que les gens puissent savoir qu'ils ont une équipe en construction. Pour que les Ivoiriens se sentent concernés vis-à-vis de cette équipe. Et que dès maintenant, la pression soit encore plus forte. Et que la pression, pour qu'ils puissent mettre... Ces joueurs apprennent à gérer cette pression-là. Voilà mon inquiétude. C'est au niveau de l'état d'âme de l'équipe. Voilà. Finalement, il a dit, notre cher Serge Dakouri, il y a plusieurs choix tactiques opérés donc, par ces sélectionneurs-là. Est-ce ces choix qui font qu'on n'a pas encore d'équipe type ou c'est véritablement que la Côte d'Ivoire a une pléthore de joueurs professionnels et qu'on n'arrive pas à faire un véritable assemblage de ces joueurs-là? Oui, mais je crois que la démarche, elle est logique. Elle est logique au risque de me répéter. Le monsieur, il arrive, il prend en main une sélection. Il a besoin de voir des situations, des joueurs en situation.
il vient avec, si vous voulez, une idée, en griffe préconçue. Il a une idée de jeu. Chaque sélectionneur, quand il va dans un pays, quand il est nommé sélectionneur, il a une idée de jeu, il a une façon de jouer. Il vient, il essaie d'adapter sa façon de jouer là, aux joueurs. Après, il se rend compte que peut-être que le profil dont il dispose peut-être ne rentre pas en déphasage peut-être avec le profil qu'il a. Donc, il essaie de voir quel est le meilleur système dans lequel il peut faire évoluer cette équipe-là, ces joueurs-là. Et c'est dans ce cadre-là que se situe Gassé. On l'a vu, hein, il a évolué en 4-4-2 ici contre la Zambie, qui est revenu en 4-3-3. On a joué en 3-5-2 contre le Lesotho. On est venu en 4-2-3-1. On a joué 2 fois contre la Guinée et contre le Togo. Donc voilà, il est en train de chercher, vous parlez du chemin qui mène au succès, il est en train de chercher ce chemin-là. Il est en train de chercher le bon système qu'il faut à ces éléphants-là pour qu'ils soient beaucoup plus à l'aise, pour qu'ils aient, si vous voulez, cette domination territoriale-là, pour qu'ils aient le contrôle du match. Donc, c'est de trouver à chaque fois, mais ce n'est pas un schéma qu'il faut trouver, c'est plusieurs schémas. Souvenez-vous quand on est tombé contre l'Égypte, à la CAN, on évoluait dans un système en 4-3-3, mais quand on a été bloqué, quand on a fermé nos couloirs, on n'a plus de situation. On a été bloqué, donc c'est la capacité à varier les schémas. Les joueurs des éléphants, les joueurs de l'équipe nationale doivent être capables d'évoluer dans 1, 2, 3 schémas différents en fonction de l'adversité. Je pense que c'est ce que Gassé est en train de rechercher, même si je suis d'accord, je suis d'accord avec eux, qu'on doit avoir un schéma préférentiel, mais celui-là doit être parfaitement maîtrisé. Souvenez-vous, je prends toujours pour exemple Hervé Renard. Quand il commence avec les éléphants, on joue avec une défense à 4. Mais on arrive à la CAN, on a joué avec une défense à 3. C'était une défense, c'était un schéma expérimental. Et on a eu du mal. Contre la Guinée d'abord, on a été mené au score avant de revenir. Contre le Mali, pareil, on a été mené au score. Mais les joueurs ont eu besoin d'un temps d'adaptation à ce schéma-là pour le maîtriser véritablement après le match contre le Cameroun. Parce qu'après, on a commencé à dérouler. On a déroulé contre l'Algérie, même si on a souffert dans le jeu. On a déroulé face au Congo. On a souffert contre le Ghana. Mais après, les joueurs se sont appropriés ce schéma-là. Mais je veux dire, ça demande c'est un temps d'adaptation. Il n'y a pas un schéma classique. Comme je l'ai dit, vous pouvez gagner tous vos matchs amicaux. C'est parce qu'il y a la défaite contre le Burkina Faso qu'aujourd'hui on a polémiqué. C'est cela. Vous pouvez gagner tous vos matchs amicaux. Et puis arriver à la compétition, vous croyez que vous êtes beau, tout est bon, tout est... Et puis, sur le premier match déjà, vous tombez... Souvenez-vous du Mondial 98, Espagne-Nigeria. L'Espagne sortait d'une série de 32 matchs. 32 matchs, sans la moindre défaite. Première défaite, match d'entrée contre le Nigeria, 3-2, avec un but de Sandé Olysée, je crois des 35 mètres. Mais ça vous dit que rien n'est acquis. Je dis toujours que on saura qu'on est prêt le jour J de la compétition. Le visage que les éléphants vont afficher sur le premier match nous donnera un indice sur notre capacité à gagner ou pas ce trophée-là. Rien n'essaie de gagner les matchs amicaux. On peut gagner les matchs amicaux pour la confiance, pour maîtriser un schéma. Mais je dis que le jour J, le visage qu'on va afficher le jour J, le jour du début de la compétition, nous donnera un puissant indicateur sur notre capacité à gagner ou pas le tournoi. Ben ouais, ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir donc regarder de très près. Mais pour l'heure, après ces 6 matchs, il n'y a pas lieu de tirer sur Jean-Luc Gassé concrètement. Non, moi, je ne tire pas sur lui. Je ne tire pas sur lui. Je ne sais pas pourquoi on le change. Mon cher Magloire Diop, voilà. Non, nous ne le disons pas cela. Je ne suis pas pourquoi on le change. Hein. Et il est le sélectionneur, il est là pour conduire l'équipe jusqu'à la CAN. Normalement, cette CAN était prévue pour juin 2023. Elle a été repoussée de 6 mois. Elle a été placée en janvier 2024. Eh bien, il est là, il n'y a pas de problème. Il conduit son équipe, il fait ses choix, il choisit ses hommes, il met en place ses schémas. Et à quel niveau vous voudriez le voir évoluer concrètement? Qu'est-ce qu'il devra faire pour monter en puissance selon vous? Moi, je souhaite qu'il arrête ses expérimentations et qu'on sache ce qu'il veut. C'est tout ce que je lui demande. Après, ça ne sert à rien. Normalement, on sait ce qu'il veut. Ça ne sert à rien de dire aux joueurs, voici ce qu'on va faire à l'entraînement. C'est cela. Et puis, quand il y a le match, vous nous montrez un schéma expérimental. On appelle ça cacher son jeu. À quoi ça sert? Parce que c'est ça. Moi, je ne peux pas me mettre dans la logique de Kader. Je suis désolé. Je ne peux pas autant s'asseoir alors. Et puis on attend le jour J. Non. C'est ce que vous montrez. La préparation que vous faites, c'est le résultat qu'on voit le jour J. Parce que moi, je ne suis pas... Au sport en particulier, au football en particulier, au sport en général, il n'y a pas de hasard. C'est votre préparation qui détermine votre état de forme le jour J. Parce que vous pouvez monter en puissance
et vous savez ce que vous avez à faire le jour J. Mais ce que Gasset fait Jean-Louis Gasset fait jusqu'à présent, il est dans des expérimentations tous azimuts et quelquefois des expérimentations que je trouve complètement inappropriées, inutiles, qu'il a à l'essentiel. On n'a pas le temps. Peut-être qu'il a le sentiment qu'il n'a pas le temps. Moi, je le disais, il a des certitudes. Mais là où on a des problèmes, le problème est sérieux. Et jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver de solution. C'est quoi le problème? Le problème, là, d'abord, c'est la charnière. Sur le côté, c'est clair. Que ça plaise à Seydou Dakouré et à d'autres ou pas, son latéral droit, c'est Serge Aurier. C'est clair, c'est net. Et Senghor est la seconde option. Sauf si après, Aurier a des pépins physiques. Sinon, son titulaire à droite, c'est Serge Aurier. À gauche, c'est Ghislain Conan. Le problème, c'est dans l'axe. C'est dans l'axe. Parce que là, il a essayé toutes les combinaisons possibles et aucune combinaison en l'absence d'Éric Bailly. 6 combinaisons. Et en l'absence d'Éric Bailly. Parce que c'est vraiment lui, finalement, qui est si décrié, qui est le catalyseur de cette défense. Et je pense que c'est lui qui peut amener de la sérénité dans cette défense. Donc, vivement qu'Éric Bailly soit, comme Kadel le dit le jour J là, qu'Éric Bailly soit prêt. Parce que si Éric Bailly n'est pas là, je pense que ça serait un problème pour nous. Ça veut dire qu'il doit continuer de chercher les joueurs, alors? Et il peut continuer. Ça, c'est la première chose. Au milieu, pas de souci. C'est pourquoi je suis contre le 4-4-2. Parce que ça l'amène à se priver d'un milieu de terrain, alors que c'est là notre force. C'est là notre force. Moi, je préfère qu'on joue avec Kessié, Sangaré, Seko, ou Seri, Sangaré, Seko, mais qu'on joue avec 3 milieux de terrain. Même Bamé. On a de très bons milieux de terrain. Je préfère qu'on joue avec 3 milieux de terrain que de jouer avec 2 et puis 2 attaquants extérieurs qui vont venir prêter main forte au milieu de terrain. Donc ça c'est les 3 que au milieu de terrain, pas de souci. Maintenant, en attaque, je pense qu'on a un problème au niveau de l'avant-centre. Au niveau de l'avant-centre, on a un problème. Celui qui est plus rassurant, c'est Sébastien Haller. Mis à part même ces problèmes de santé, même avant ces problèmes de santé, déjà, on avait un problème. Parce que Christian était plus performant que Haller, sous, en tout cas, Gasset. C'est ça. Maintenant, donc pour moi, à ce niveau-là, il y a encore une incertitude. Et quand on me parle d'insérer des jeunes, je pense que là, il y a quelque chose à faire pour lancer, ne pas hésiter à lancer quelqu'un comme Crasso. Jean-Philippe, pour moi, c'est celui qui a le plus convaincu de tous ceux qui ont été essayés. C'est celui qui a le plus convaincu. Maintenant, sur le côté, je pense que Zaha, il fait le job. Il fait le job. Et je préfère Gradel en seconde option. Maintenant, sur le côté droit, il faut choisir entre Pépé et, comment on appelle, Jean-Evra Kouassi. Là, c'est une question de courage managérial. Ah, le courage managérial. Il faut dire à ces deux-là que si l'un joue, l'autre ne jouera pas. En tout cas, tant que moi, je suis sélectionneur. Ça ne fonctionne pas. Donc pour vous, c'est l'ossature type de cette équipe nationale qu'on doit avoir. Il a une ossature type, mais il a une incertitude dans la charnière au niveau de la défense et puis au niveau de l'attaque. Il a quelques problèmes au niveau des combinaisons. Ce qu'on a constaté à Métier, c'est qu'à chaque regroupement, il n'a pas eu tout son monde. Ou presque. Oui. Oui, mais bon. Donc il a fait avec ceux qui étaient là. Ah oui. Après, il n'a pas. Généralement, c'est les milieux de terrain qui ne viennent pas, ou les attaquants. Or, les attaquants, quand je regarde mes statistiques, les attaquants sont titulaires pratiquement à 87% dans leur club. Les attaquants qu'on a ici, là. Gradel, prenez Datro Fofana, Max Gradel, Karim Konaté, Kouassi Jean-Evra, Jean-Philippe Crasso, Pépé Nicolas, Wilfried Zaha. Ils sont pratiquement à 87-88% titulaires dans leur club. Au milieu de terrain, c'est pareil. Quand vous prenez Sangaré, etc., ils sont titulaires dans leur club, il n'y a pas de souci. Sauf Kessié. Sauf Kessié. Sauf Kessié, sauf Franck Kessié, oui. Sauf Kessié. Maintenant, je vais rectifier juste quelque chose avant d'évoluer. Allez-y rapidement. Sur Sangaré Badra Ali, je n'ai jamais dit qu'il n'était pas bon. Je n'ai jamais dit qu'il n'était pas bon. Il a dit simplement, qu'il va avoir 38 ans. Et il n'est pas titulaire. Son club. Les entraînements ne suffisent pas pour un gardien de but. Il faut faire très attention à ce que nous disons sur le plateau. D'accord. Ensuite, qui dans cette équipe pensez-vous qui puisse tenir le choc au stade de Yamoussoukro, au stade de Bempé?
porter la charge de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sont des garçons comme Mas Gradel. Gradel aura 36 ans. Aurier aura 31 ans. Mais ce sont les piliers de l'équipe nationale. C'est vrai que je l'ai décrié parce que quand on n'est pas en forme, on ne doit pas venir à l'équipe nationale. Quand on n'est pas titulaire dans son club, on ne va pas venir à l'équipe nationale. Il a commencé à rejouer. Il a joué 8 matchs sur 17. C'est déjà bon. À Nottingham. À Nottingham Forest. C'est déjà bon. Voilà des gens qui peuvent garder, qui peuvent tenir le choc dans un match. Je ne crois pas qu'un garçon comme Zaha ou Pépé puisse tenir un choc dans une ambiance terrible. C'est vrai qu'ils jouent dans des grands clubs et tout ça, ils connaissent, mais le public, il voit rien. Et puis on dit la CAN à Abidjan, c'est autre chose. Il faut faire très attention à ce que nous disons. Et là, je regardais un peu Serge qui passait souvent à l'âge des joueurs. Quand on fait la moyenne d'âge de cette équipe, elle a 25 ans. En tout cas, pour ceux que nous avons déjà vus. Ouais. Donc, Serge Dakoui, sur ce volet concrètement, on parle des joueurs et il y a une responsabilité que ces joueurs doivent assumer. Mais est-ce que ces cadres-là, les cadres de notre équipe, assument concrètement donc leur rôle dans ce groupe? C'est plus ou moins, plus ou moins. Et puis il y a une chose qui est importante. Un sélectionneur, ce n'est pas un club. Il retrouve son équipe de manière ponctuelle. Exactement. Donc le temps ne joue pas pour le sélectionneur. Pour un club, tu as le temps de peaufiner les automatismes puisque tu fais 3 entraîneurs par jour, la compétition le week-end. Un entraîneur retrouve son équipe que de manière ponctuelle, à travers des dates. Donc le sélectionneur, c'est un peu plus difficile. À lui d'aller en voyageant, où maintenant il y a des logiciels qui vous permettent de voir l'état des formes des différents championnats. Le sélectionneur a des regroupements ponctuels. C'est vrai que vous lui demandez des résultats, mais il a des regroupements ponctuels. À lui de surveiller l'état de forme de ces différents joueurs éparpillés dans le monde. Aujourd'hui, il y a des logiciels qui permettent d'avoir une idée ou de voir les joueurs si vous n'avez pas pu vous déplacer ou d'envoyer vos joueurs. Donc, étant donné que c'est un sélectionneur qui a des regroupements ponctuels, il faut faire très attention. Dans ces moments ponctuels-là, que fait-il? Quand il regroupe ses joueurs... Il faut être pragmatique. Voilà, il faut, quand il les regroupe, que fait-il? Est-ce qu'il regroupe, comme Ami le dit, est-ce qu'il tient compte des matchs joués de ces différents joueurs? Il a parlé du poste de gardien de but, il a sorti une révélation. Badra est souvent aligné, mais Badra n'est pas titulaire au club où il joue. Ça, c'est important. On a décrié Aurier, à un moment donné, Aurier était sans club. Oui. Mais si on le décrit, ce n'est pas parce qu'on est contre lui. C'est parce qu'à un moment donné, il n'était pas dans un club. Et Nottingham Forest lui a fait la passe pour jouer, mais il ne jouait pas. Donc, à partir du moment où on décriait Aurier, c'est parce qu'à ce moment, il ne jouait pas. Il n'avait pas de club, il n'était pas encore à Nottingham Forest. Donc, on trouvait incompréhensible qu'un joueur qui n'a pas de club soit aligné. Voilà la première remarque. Donc, à partir de ce moment-là, on n'est pas contre quelqu'un, mais on veut que l'indicateur soit la performance en club et la titularisation. Et pour revenir donc à la question concrètement, donc, ces cadres et leur rôle... Moi, je dis, ces cadres dont on parle, il n'y a pas de... Comment on appelle? On ne tire pas sur l'ambulance. On n'a pas besoin de tirer, on ne gagne rien en tirant sur l'ambulance. Ils ont un rôle à jouer donc dans le... Ils ont un rôle à jouer comme elle me dit, à cause de l'expérience. Mais je veux dire, même s'ils ont un rôle à jouer, et qu'il y a des jeunes qui bousculent la hiérarchie, il faut les faire venir. Aujourd'hui, Kylian Mbappé a commencé à la sélection en France à l'âge de 16-17 ans. Aujourd'hui, la valeur n'attend point le nombre des années. Il faut leur faire confiance. Si on peut mettre qu'une cuille de jouvence et mettre un homme comme Wilfried Senghor à la place d'Aurier, ce n'est pas une place installée. Il peut jouer, Wilfried Senghor. Si on peut mettre des doublures à tous les postes, ce serait bon pour la Côte d'Ivoire. Donc il ne faut pas que ce soit une chasse gardée des anciens. Certes, les anciens ont la sagesse et l'expérience, mais s'il y a du talent qui peut faire la différence, il faut le mettre. Si là, Baka, il n'est pas vieux, mais il joue la Ligue des Champions à Bruges. Aujourd'hui, il va continuer l'aventure avec Bruges. D'accord. On peut parler du sélectionneur chaque jour, mais il y a aussi la part de responsabilité des joueurs, Kader Guilavogui, n'est-ce pas, quand on parle de compétition? Oui, quand vous êtes footballeur, je pense que quand vous avez rêvé de faire ce métier-là et que vous avez l'opportunité de l'exercer, c'est de jouer une Coupe du Monde, c'est de jouer une Coupe d'Afrique, qui plus est à domicile. Et je pense qu'il n'y a pas de challenge plus excitant, il n'y a pas d'autres éléments de motivation que ça, que de disputer une CAN à domicile. Et c'est là que les cadres dont on parle doivent prendre leurs responsabilités. Pour parler aux plus jeunes, pour leur remonter le moral, parce que ça a été le rôle de Yaya Touré, de Kolo Touré à la CAN 2015. Il faut que ça se transmette de génération en génération. Mais après, il faut aller au-delà.
Il faut qu'aujourd'hui, parce que j'entends souvent le niveau de... Mais le niveau international, là, il faut commencer à l'inculquer dès les catégories des cadets. Il faut que ces cadets-là commencent à jouer des Coupes d'Afrique, des Coupes du Monde. Parce que la génération qu'on a eue, la génération de Camara Ibrahim, avec Franck Kessié, il était au Stella. Il venait du village, il était au Stella. Je me rappelle, en 2012 encore, il était remplaçant quand on allait jouer à Bamako. Il était remplaçant. Mais il était le capitaine de la sélection des cadets. Mais déjà, Franck Kessié, à cet âge-là... Avec le Modibo. Voilà, justement. Quand il croise au mondial des cadets, au mondial des juniors, quand il croise des joueurs qui évoluent déjà dans des championnats, mais il n'a plus peur parce qu'il est imprégné de cette réalité-là. Il sait ce que c'est que la valeur du maillot national. Il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est que la haute compétition. Malheureusement, l'entraîneur qui, pour moi, devait rester jusqu'à aujourd'hui, c'était Camara Ibrahim. Mais malheureusement, une décision est passée par là. Et aujourd'hui, on a subi les conséquences. Mais je dis qu'il faut inculquer cette culture de la sélection, cette culture de la gagne-là, depuis la catégorie des cadets. Sinon, on va rester encore dans des binationaux, dans ces phénomènes des binationaux. On va rester encore dans l'éternel recommencement. Deuxième chose, vous parlez de... Et là, je suis totalement d'accord avec Tchétchémé. Ces matchs amicaux-là doivent pouvoir les jouer ici. Pour permettre aux éléphants, mais de sentir déjà ce que c'est que la chaleur d'une Coupe d'Afrique, pour ceux qui n'ont jamais disputé, comme les Sila Oubaka, qui sont très jeunes, comme les Fofana Datro, comme les Crasso, qui peut-être ne connaissent pas la chaleur des supporters ivoiriens, la chaleur de la CAN. Et pour moi, je pense que ça aurait été plus judicieux de faire jouer. Je ne sais pas si le Burkina a accepté de venir ici, ou je ne connais pas les thèmes de l'accord exact, mais je pense que c'est de multiplier ce genre de matchs amicaux-là, ici en Côte d'Ivoire. Parce que déjà, il ne faut pas qu'on se cache, hein, au niveau de la mobilisation, il va falloir tester également pour voir comment les Ivoiriens vont réagir durant cette Coupe d'Afrique-là et rapprocher davantage cette équipe-là avec sa population. Et je pense que si ces leviers-là sont réglés, pour moi, voilà, on sera dans la progression constante avec les matchs amicaux qu'on va combattre. En tout cas, sur la méthode Gasset, plusieurs journalistes ont également donc donné leur avis. Je vous propose de les écouter. Au moins, il est un peu tôt de le brûler. Il faut le laisser travailler. Je pense que c'est vrai qu'il fait des résultats en dents des scies. On a des victoires, on a des défaites non plus. Mais je veux dire qu'il y a du jeu, il y a quelque chose qui se construit. Alors, partant de là, je pense qu'on peut lui faire confiance. Il faut le laisser travailler davantage. Pour cette dernière sortie, en plus de voir en situation les joueurs, les titulaires, il a vu également la profondeur du banc. Essayer de voir quels sont les joueurs sur qui on pourra compter pour ce rendez-vous important. Puisqu'il est très important, puisque en Côte d'Ivoire, on doit pouvoir, même si on ne gagne pas cette compétition, il faut pouvoir aller le plus loin possible. Et je pense que c'est pour cela que les dirigeants lui ont fait confiance. Et jusque-là, il donne satisfaction. Ce n'est pas le moment de tergiverser, de le blâmer. On doit le regarder tout le temps et attendre à ce qu'il nous produise encore une équipe encore plus dynamique pour la suite de la compétition. Je pense qu'il faut lui faire confiance. Il est en train de bâtir une équipe. Pour cette CAN, on a besoin d'une équipe solide. Donc, il faut lui laisser le temps de bâtir cette équipe-là. Et vu son expérience, je pense qu'il pourra nous concocter l'équipe commando que la Fédération ivoirienne de football lui a recommandé. Et voilà donc, merci à tous nos confrères qui se sont prêtés donc aux questions de notre cher Jean-Sylvain Esso. Messieurs, la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire veut la gagner. Est-ce que la Côte d'Ivoire peut la gagner? Je veux bien qu'on la gagne, mais je ne pense pas qu'on la gagnera. Je ne pense pas qu'on la gagnera. Pourquoi? Parce que c'est très difficile en Afrique subsaharienne de remporter une CAN à domicile. La dernière sélection à l'avoir fait, c'était le Nigeria, c'était en 1980. C'est très difficile parce que la pression est très forte. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, pour remporter une CAN, on ne se lève pas un matin comme ça pour remporter une CAN. Prenez tous ceux qui ont remporté les CAN. Il faut de la constance dans les résultats. Avant d'arriver à une victoire à la CAN, on sent d'où vous venez et on vous sent venir. D'accord. Mais pour le cas de cette équipe de Côte d'Ivoire, non. Vous ne la sentez pas encore venir? Non, mais elle vient d'où? Elle n'a encore rien prouvé. Rien du tout. Rien, on ne peut pas sortir comme ça, d'un huitième de finale comme ça, et puis un matin, on est champion d'Afrique. Je n'en connais pas. Regardez le Sénégal. Le Sénégal, il y a eu une progression. Donc il y a du travail à faire. L'équipe de Côte d'Ivoire, en 2015, il y a eu une progression. Donc quand une équipe fait demi-finale, on sent qu'elle est en train de venir. On pense qu'elle peut gagner. Vous faites huitième de finale avec Patrice Baumel, et puis un matin, on veut que... Non, ce n'est pas possible. On ne gagnera pas. Par contre, là où
Si on fait déjà demi-finale, même qu'on arrive en finale, c'est bon. Mais par contre, là où je suis sûr, je pense que cette équipe a les potentialités, c'est d'aller au Mondial 2026. Et je pense que Mondial 2026... Rapidement, le tour de table, mais la CAN, on ne la gagnera pas. D'accord. Et Tchétché, la même question. Alors, on la gagne ou pas, cette CAN? On peut gagner la CAN pourvu que les joueurs et les encadreurs, que chacun joue son rôle. D'accord. Parce que je me demandais tout à l'heure, les encadreurs qui sont là, c'est quoi leur rôle? Parce qu'à l'heure du bilan, ils seront comptables. C'est clair. Premièrement. Deuxièmement, pour terminer, mon inquiétude, quand Gassé aura son 11, vous savez que les championnats européens, surtout en Angleterre, ça se joue généralement en janvier, en décembre. Le Boxing Day. Le Boxing Day qui met les équipes en selle. Oui. Est-ce que nos joueurs qui seront retenus seront disponibles à ce moment-là? Et dans quel état de forme vont-ils arriver en Côte d'Ivoire? C'est mon inquiétude. C'est clair, c'est une question qu'on va donc laisser en suspens, oui? Moi, je ne suis pas magicien. Pas magicien. Je ne regarde pas dans l'eau noire ou dans les astres pour savoir si on va gagner. Je ne suis pas magicien. D'accord. Je suis un être humain. Vous observez? J'observe. Mais ce que je dis, en regardant le top 10 africain, l'équipe qu'on a là n'est pas dans le top 10 africain. Ne vaut pas le top 10 africain. Il faut avoir l'honnêteté de dire, on est tous Ivoiriens, nous tous, notre cœur bat à l'unisson pour que la Côte d'Ivoire remporte, mais je ne suis pas magicien, j'ai des inquiétudes. Il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Et donc pour moi, pour l'instant, je suis pessimiste. Kader? Le chemin qui reste à parcourir... Non, pas dit. En DS, on peut gagner. Le chemin est long. Le chemin, il est long. Il ne faut pas faire du verbiage, hein? Non, parce que lui, là... Je vous réponds. Oui, on a cette traîne à la victoire à la CAN, il est long. Oui. Et pour l'instant, comme je dis, on ne l'a pas encore pris. Il va falloir travailler, cravacher, dur pour être prêt le jour J. Voilà. Est-ce qu'on peut la gagner? Toutes les équipes peuvent la gagner. Je souhaite que ce soit la Côte d'Ivoire. Maintenant, il nous reste du travail à faire. Je vais perfectionner cette équipe-là. Parce que, comme je l'ai dit, il y a des joueurs qui doivent rentrer. Voilà. Il y a des joueurs blessés comme Eric Bailly. Depuis 3 ans, sont blessés 12 Merci beaucoup, messieurs. On espère avoir le monde qu'il faut et on espère que Gassé aura tout son monde pour conduire donc à la Côte d'Ivoire à la victoire. Cette victoire que tous les Ivoiriens attendent et souhaitent donc de tout cœur. Il faut travailler dans 400 jours, plus de 400 jours d'ailleurs. On aura donc notre CAN. Pourquoi pas? Alors, il faut retenir que pour le programme de la Ligue 1 ivoirienne, samedi 3 décembre, nous aurons le Stella face à Lys de Sassandra, 17h05, prise d'antenne avec Fatima Sibé sur RTI 1. Et puis le dimanche 4 décembre, je serai en votre compagnie. Sol FC Gagnois, c'est le match que je vous présenterai à partir de 15h05, donc la prise d'antenne sur RTI 1. C'est ici qu'on s'arrête pour le 3e mi-temps de ce soir. Merci beaucoup, messieurs, pour votre disponibilité et vos analyses toujours pointues. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. La CAN, on va prier dans toutes les églises, dans toutes les mosquées. Personne de nous est magicien. C'est clair. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne nuit.